À Paris, en 1919, un beau livre a été publié. Le livre a été publié par Édouard Nignon, le grand chef que l'on appelait le second avènement d'Antoine Carême et le roi des cuisiniers. Ce livre était rempli de l'histoire des 7 sages voyageant au pays gastronomique de Cocagne, écrite par cet écrivain français de l'époque, et les repas de 14 menus mangés par les sages lors de ce voyage, écrits par Nignon et leurs recettes. Cependant, seulement 150 exemplaires du livre ont été publiés. Édouard Nignon. L'heptaméron des gourmets ou les délices de la cuisine française. Avec des avant-propos des messieurs Lucien Descaves, de l'Académie Concours, Henri Régnier, de l'Académie française, Laure Tellade, Guillaume Apollinaire, André Marie, Fernand Fleuret et d'Émile Godefroy. Dessin d'E.O., D.V., Guillonnet et Henri Varenne. Gravé sur bois par Jarreau. À Paris. L'an 1919. À la mémoire de mon fils. Marcel Nignon. Tué le 8 octobre 1914. Au combat de la Boisselle-Somme. Les 7 journées de Cocagne. Deuxième journée. Présenté par Émile Godefroy. Deuxième journée. Le lendemain, ils allèrent badauder au marché des Halles. Nombre-moi ces chapons du Mans, dit Elpenor, je gage que la Ligurie ne viendrait pas à bout de les engloutir dans l'espace d'1 an. Mais cette mode de beurre d'Isigny, dit Euridama, en 2 heures de montée parviendrez-vous au... Le beau boudin lové en meule, dit Héphaestion. Il y a là de quoi sonder les gouffres de la mer Océane. On le titre, dit Bourrabaquin, de la grande mine de charcuterie qui est à 12 parasanges de la ville, en amont. Et ces belles saucisses, demanda Léandé. Elles jaillissent des volcans du centre que vous pouvez apercevoir de ce côté. Quels sont ces voyageurs qui descendent du ciel assis sur des griffons et portant manteaux de plumes comme topinambous? Ce sont les néphélococcygiens, qui, dans la haute région qu'ils habitent, ne trouvent à gober que des mouches. Et ces pauvres diables, accouvés aux soupiraux des rôtisseurs? Utopiens. Ils gonflent des vessies de fumée et revendront cette drogue bien chère à leurs compatriotes. Et ceux-là qui vont charriant de grandes terrines de tripes? Chiméricains, dont l'île ne produit que des animaux à viande creuse. Et ces autres qui font rire vos badauds parisiens? Ils viennent des îles du Singe-Vert, situées au ponant de Cocagne, à 2 journées de voyage par bon vent, ils font grand trafic de bourdes et de comptes en l'air. Les marchands cocanéens étaient doux et plaisants, qui prenaient un chou, ils lui donnaient en présent 2 perdrix, une poule d'Inde, ils la bourraient de truffes, le plus souvent ils ne voulaient point accepter d'argent et disaient encore, 1000 grâces, monseigneur. Ce jour-là, le déjeuner fut servi dans la grande salle dite Salon de Commu, décorée de hautes lisses représentant les scènes les plus fameuses de l'histoire de Cocagne, et qui découvrait à l'Occident sur le parc et la mer. L'une de ces tapisseries, d'un caractère bien différent des autres, montrait une campagne désolée, çà et là des ruines, parmi, de maigres ânes rouges paissant des chardons. Cette allégorie, dit le sénéchal, nous rappelle un oracle ancien suivant lequel, dès que nous cesserons d'être gourmands, un cataclysme renversera les édifices de nos pères, nous serons alors métamorphosés en ces animaux dont vous voyez ici la figure et la couleur. Pendant qu'ils admiraient ces merveilles, le roi fit son entrée et, après les avoir embrassés l'un après l'autre, s'installa dans sa belle cathèdre d'or. Incontinent, les serviteurs présentèrent la salade de faisan à la parisienne que suivirent les petites caisses de noix d'huître, les œufs frits aux pommes d'amour, le turbotin à la nantaise, la daube de bœuf tourangelle que le roi repoussa dès qu'il y eut goûté. Puis vinrent le foie gras Altesse, les fines laitues Dame Simone, le café glacé à la française. Au dessert, Macaron, le visage bouleversé, vint dire au roi, « Sire, je vous apporte une funeste nouvelle. » « Quelle » demanda le roi. Mais le docteur culinaire, pénétré de douleur, ne pouvait parler. « Sire, dit Pouplin, qui venait derrière, votre fidèle biscuit de Reims est mort. » « Mort, hélas. Et comment est-il mort? Péri dans un bain de champagne, dit Savarin. L'ivrogne, s'écria le roi. Il s'est noyé, dit Croquignol, dans la coupe de Nestor, exhumé l'an passé à Pilot,
ne pouvant endurer l'affront de s'être endormi à son poste et d'avoir laissé trop longtemps au four la daube de bœuf Touranguel. Par Bacchus, dit le roi, elle était diablement salée. Pauvre biscuit de Reims. Mais nous-mêmes, comme dit le poète. Peut-être que demain nous ne reboirons pas. Que les restes de ce malheureux soient portés hors la ville cette nuit et mis en terre au milieu de nos vignes d'Épernay. Il ne convient pas que notre bonne ville retentisse de lamentations et de chants funèbres pendant le séjour de ces illustres étrangers. Néanmoins, pour honorer la mémoire de mon loyal officier, j'ordonne qu'en façon de monument soit élevée sur un socle, au lieu où il sera inhumé, la grande tasse dans laquelle, en partant de ce monde, il but le coup de l'étrier. L'après-midi les convives, à exception du roi qui se retira pour travailler avec ses ministres, allèrent se reposer dans le parc où ils s'amusèrent à suivre des yeux les ébats de toutes sortes de gracieux oiseaux au riche plumage et de quadrupèdes connus ou inconnus des dont le peintre du bord, dressant son chevalet de campagne, se mit à portraire les plus beaux et les plus singuliers. Nos amis devisèrent gaiement en attendant le repas du soir. Le soleil s'apprêtait à quitter un hémisphère pour aller porter la lumière aux Ligures et aux autres malheureux antipodes et n'éclairait plus que la cime des cèdres et le coupeau doré du palais. De toutes les merveilles que vous tenez renfermées dans cette magnifique demeure, dit Elpénor, celles que je contemplasse plus volontiers, ce sont vos dames qui, je m'assure, sont de beaucoup les plus dignes d'admiration. Patience, dit le chambellan, votre désir sera bientôt satisfait, nos dames assisteront au dîner et vous ne serez point déçus, si avantageuse que soit l'opinion que vous avez d'elles. Elles reçoivent, je le présume, dit Euridama, l'éducation la plus raffinée. Oui, répondit Bourrabaquin, elles savent l'économique, excellant dans toutes les sortes de travaux qui conviennent à leur faiblesse, elles jouent de tous les instruments à ravir, possèdent par cœur tous les poètes de la table et les bons conteurs, en un mot, elles sont accomplies. Il faut dire que la tâche de nos éducateurs est grandement facilitée par la délicatesse et la finesse qu'elles ont reçues de la nature, laquelle se montre envers elles généreuse de tous ses dons. Rendent-elles leurs maris heureux? Demanda Léandé. Sans doute, belles, bonnes, douces, délicates, fines, ménagères comme elles sont. Et, dit Héphaestion, ont-elles beaucoup d'enfants? Autant qu'elles peuvent. Quoi? Vous ne craignez point qu'une géniture trop nombreuse diminue l'abondance dont vous jouissez? Mais au contraire, l'abondance augmente à mesure que croît la peuplaison. La plupart des unions sont heureuses, je le présume parce que, sans doute, les parents ne contrarient point les inclinations des jeunes gens. Cela va sans dire. Heureux amants de Cocagne, dit Léandé avec un soupir, sans doute vous ignorez les tourments affreux de l'amour. Mais vos femmes sont-elles fidèles à leurs époux, dit Adraste? Pourquoi seraient-elles infidèles et leur déroberaient-elles ce dont elles ont à volonté? Vous ne m'entendez point, je vous demande, les trompent-elles? Les tromper? Croyez-vous qu'il y ait un sujet du subtil Philène que sa femme pût tromper sur ce qu'il boit ou mange et lui faire prendre merle pour grive, vin de Suresnes pour moulin accent grave vent? Ce n'est point cela, dites-moi, en Cocagne, y a-t-il des cocus? Cocus? Non, peut-être, mais que voulez-vous dire? Je ne saisis point. Parmi les habitants de ce pays n'en est-il point qui portent des cornes? Vous voyez sur ces pelouses tous les animaux cornus que l'on trouve dans nos îles, cerfs, chevreuils, isards, bouquetins, chamois, élans, rennes, gazelles, mouflons, gnous, yaks, monocéros, tarandes, faunes, satyres, lièvres cornus, mais aucun homme n'y porte bois ni ramure. Si une semblable espèce d'homme existe, nous ne la connaissons point et c'est la première fois que je l'entends nommer. Quand on eut fait comprendre à ces bons seigneurs ce que l'on appelle porter corne en mariage, d'abord ils firent une grande risée à laquelle nos amis ne purent se tenir de prendre part, tant ils eurent de plaisir à les voir si joyeux, puis ils jurèrent qu'ils ne trouveraient point de cocu chez eux, ni mâle ni femelle, ce dont les voyageurs furent ébahis, et ils convinrent que de toutes les singularités de Cocagne celle-ci leur paraissait la plus émerveillable. Le beau bruit d'un chaudron heurté en cadence et balancé dans les airs vint les interrompre. C'est, dit le chambellan, Sa Majesté qui nous convoque au réfectoire. Ils trouvèrent le roi dans le grand vestibule où il attendait la reine et les autres dames. La reine Claude parut au haut de l'escalier de marbre, ceinte de son écharpe et toute resplendissante de pierreries. À sa suite venaient les demoiselles d'honneur qui portaient sa longue traîne et quantité de dames vêtues de robes chatoyantes de toutes couleurs et ceintes pareillement du cordon bleu. Le roi baisa la main de la reine et leurs majestés entrèrent au salon. Les seigneurs suivirent, chacun menant une dame ou demoiselle, Porphyre la blanche fleur d'orange, Adraste la tendre rayon de miel, Héphaestion la délicieuse bergamote, Euridama la piquante clou de girofle,
Tifier la savoureuse fraise, des mousses, Léander la petite noix muguette, Elpénor la joyeuse pomme d'API. Le festin fut encore plus magnifique et plus délicieux que les précédents. Nos ambassadeurs soutinrent le renom chevaleresque de leur nation. Au premier verre de Quérès, après le consommer à la française, la tête leur tourna et ils ne surent pas où ils étaient. Ils firent pourtant honneur au joli pâté de caille, chef-d'œuvre d'un moderne Apicius, au filet de barbu Louis-Philippe, à la poularde à la Valois et autres pièces de gueule, incomparables merveilles de gastronomie transcendante. Mais ils s'excusèrent, quelque alléchantes qu'elles fussent, de ne goûter qu'à peine au Maury Richmond, à quoi le bénin Philène répondit par un sourire entendu. Les baisers fins leur eussent plu davantage, mais ce n'était que tentation. C'est par une fête vénitienne que se termina la journée, ensuite de quoi chacun se retira dans sa chambre. Et, tandis que nos heureux voyageurs dormaient paisiblement, plus d'une belle cocanéenne demeura longtemps pensive au balcon à écouter Bulbul chanter dans le bocage. Émile Godefroy.